Bonsoir, merci d'être resté aussi tard. Donc, on vous présente une Tools in Action en une demi-heure. On va prendre les questions plutôt à la fin, qui s'appelle donc notre talk s'appelle l'intégration continue d'images Docker. On va se présenter parce que ça se fait. Moi, je m'appelle Arnaud, je travaille chez Octo Technologies et je suis ce qu'on appelle un Ops chez Octo Technologies. Donc, je ne suis pas vraiment un développeur, je suis plutôt quelqu'un qui travaille sur du DevOps, de l'automatisation, l'industrialisation. Voilà, ça c'est mon pédigré. Et moi, c'est Benoît, donc consultant chez Octo Technologies également, sur les mêmes sujets qu'Arnaud, donc de DevOps, automatisation, intégration. Alors pourquoi est-ce qu'on vient vous parler d'une usine à images Docker? Parce que on se rend compte que ce qui freine parfois l'adoption de Docker en entreprise, c'est un manque de confiance et c'est la peur surtout de lancer ce genre de commande là. Où finalement on va réussir à ramener en entreprise des images, on ne sait pas trop d'où elles viennent, on ne sait pas trop comment elles ont été construites, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait même pas ce qu'elles font. À part faire confiance éventuellement à la personne qui l'a posée sur la registry publique, on n'a pas vraiment de garantie dessus. Donc pour ce genre de problème, on va simplement utiliser la réponse qu'on a traditionnellement, c'est de mettre en œuvre une usine. Donc une usine corporate chez nous, qui va aller publier des images dans une registry corporate chez nous. Donc la démo, c'est grosso modo de vous montrer un exemple d'implémentation qui permet de réaliser ça. On va se focaliser sur tous les éléments de confiance qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans cette usine pour essayer d'améliorer la maîtrise de ce qu'on fait. Donc la première chose, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose on-premise, c'est-à-dire pas du tout sur du SaaS, même si ça peut paraître super vieux jeu. Il y a encore certaines entreprises qui se disent, si c'est pas chez moi, je ne vais pas trop avoir confiance. Il faut qu'on ait la capacité de pouvoir reconstruire n'importe quelle image, même les images de base qu'on pourrait utiliser pour toutes les autres. Mettre en œuvre un mécanisme de promotion. Alors le mécanisme de promotion, nous des fois on est embêtés de le mettre en œuvre parce que c'est pas très DevOps, ça sous-entend qu'il y aurait peut-être des équipes de dev qui savent pas trop ce qu'ils font et puis des équipes d'infra qui savent mieux ou qui sont capables de dire non, c'est pas bien. Mais c'est pareil, des fois ça peut être nécessaire de mettre ça en œuvre. On rajoute un outil d'analyse de vulnérabilité des images. Ça, c'est pas encore très utilisé, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui existent, donc on va regarder un petit peu ça. Et un mécanisme de signature des images Docker, c'est pareil. Faut savoir que ça existe et on est capable de le mettre en œuvre dans une solution qu'on va faire chez soi. Donc si on regarde un petit peu la tuyauterie qu'on va utiliser pour notre démo, alors on s'est un peu loupé parce qu'il n'y a aucun des produits de chez les exposants, donc désolé pour les exposants. On est plutôt sur du GitLab CI sur la partie intégration continue, dans lesquels on a des projets de dev et des projets, on va dire plutôt d'infrastructure qui nous permettent de faire tourner la tuyauterie. Et évidemment, dans les projets de dev, on va utiliser les repos Git, les registries directement disponibles dans GitLab, qui sont maintenant possibles et qui nous facilitent pas mal la vie, des mécanismes de merge request que j'espère vous connaissez. Notre GitLab il va s'appuyer sur un Kubernetes pour faire tourner ses jobs, mais aussi pour déployer des environnements dynamiques. Ça peut être assez sympa quand on veut vouloir tester des choses. Et à côté de ça, la fin de notre pipeline va utiliser 3 composants. Un qui s'appelle Claire, qui fait du scan de vulnérabilité d'images Docker. C'est un produit de chez CoreOS. Un produit de chez Docker qui s'appelle Notary, qui sert de tiers de confiance pour la signature d'images. Celui-là, peu de gens le connaissent, mais il faut savoir qu'il existe et qu'on peut l'utiliser. Et ce qu'on va utiliser pour faire notre vraie registry d'entreprise, c'est le couple Portus, un produit de chez SUSE, qu'on va coupler à une registry Docker tout à fait classique, qui est la registry qu'on va trouver de façon standard. Voilà à peu près l'outillage. Alors le pipeline qu'on va représenter, c'est d'abord la partie gauche qui représente le monde des développeurs, où on a un mécanisme à 2 branches, où on a notre petit développeur qui travaille dans la branche du haut et qui ensuite va faire une merge request pour ramener tout sur master. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Et ce qu'on va retrouver dans ces étapes qui sont quasiment les mêmes, évidemment, on va commencer par un commit. Nous, là, on a une petune appli de test, de démo, donc elle a des tests, donc on va lancer les TU parce que ça se fait. On va fabriquer notre image. Notre image, on va l'envoyer en parallèle sur une analyse de vulnérabilité, parce qu'on peut le faire le plus tôt possible, c'est toujours mieux. Des tests pour vérifier au moins que notre conteneur il démarre et qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et si ça se passe bien, on va le déployer, mais dans un mode beaucoup plus complet, comme une topologie un peu plus riche dans un cluster Kubernetes. Et là, on va pouvoir faire une deuxième salle de tests, mais des tests plus intégrés avec plusieurs composants, ce qui est toujours sympa. Et après ça, si on est bien content de notre résultat, on va pouvoir faire la merge request. Le deuxième pipeline côté dev, je ne vais pas vous le représenter, c'est exactement le même. La petite différence qu'à la fin, vous avez une étape qui dit « je fais une demande de promotion ». Cette petite étape de promotion va basculer dans le monde
de la fin du pipeline qui consiste à refaire un bagage de vérification afin de pouvoir ensuite signer et vraiment publier l'image dans le repository. OK? Alors on fait de la démo, donc on espère qu'évidemment il n'y aura pas d'effet démo. On est en direct sur Internet, on croise les doigts. Voilà. Donc on va commencer sur le premier tiers du pipeline, qui est la partie développement dans une feature branch, avec toutes les étapes de vérification qui ont lieu sur cette feature branch. Donc l'application qu'on va utiliser pour la démonstration, c'est une petite application en Go, donc qui va assez simple, donc on voit en Go, et construite qui va être déposée sur donc ça va générer un binaire Go, qui va ensuite être déposé sur une image Docker Alpine simple, donc assez lightweight. Et voilà, donc c'est notre application, ce sera l'image générée par cette Alpine plus le binaire Go. Donc on peut voir dans le repo qu'on a directement le GitLab CI.yaml qui décrit le pipeline qu'on va utiliser. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas GitLab CI, en gros c'est un YAML qui décrit donc un ensemble de variables et ce qu'ils appellent des stages. Donc c'est-à-dire c'est les étapes du build. Donc c'est un ensemble de trucs qui vont avoir lieu de façon séquentielle et ensuite un ensemble de jobs qui à chacun qu'on associe à un stage. Donc on va avoir un certain nombre de jobs par stage et les stages vont s'enchaîner dans l'ordre décrit ici. Et à côté de ça, on a évidemment un Dockerfile qui va être utilisé pour fabriquer notre image un petit peu plus tard. Donc le Dockerfile qui est ici. Et ben on va faire un commit, faire une feature branch et commencer à développer. Donc, et voilà, c'est bon, ça va. Donc le commit le plus simple qu'on peut faire et qui va déclencher pas mal de choses, ça va être un update de version. Donc on va passer de la version 1.7 à la version 1.8 sur notre application. Donc on va bosser dans une branche qu'on va appeler feature 34, 35. Et on va directement générer une merge request à partir du commit qu'on a créé. Commit. Donc on arrive ensuite sur la page de modification de la merge request pour ajouter les commentaires qu'on voudra. Ce qu'on va cocher, c'est le fait de détruire automatiquement la branche une fois qu'elle a été mergée dans le master. On verra que c'est assez élégant quand ça fonctionne comme ça. Et on va soumettre cette merge request. Donc là, GitLab automatiquement nous fait un commit et ensuite fait une merge request sur ce commit. Et tout commit GitLab va enchaîner sur un lancement du pipeline, donc ce qu'on a vu tout à l'heure dans le GitLab CI, le pipeline correspondant dans GitLab. Donc on a plusieurs étapes dans ce pipeline. Donc la construction de l'application en Go. Donc c'est une compilation Go avec make, donc avec évidemment les tests unitaires qui ont lieu à ce moment-là. Donc tout de suite, premier feedback au niveau test unitaire. Et à la fin, on aboutit, donc là vous voyez uploading artifact, on aboutit à la génération d'un binaire Go qui va être uploadé comme un artefact GitLab. En fait, il y a un système d'artefact dans GitLab CI qui permet aux jobs de se passer typiquement le binaire d'un job à l'autre. Et justement, une fois que ce binaire a été uploadé en tant qu'artefact, le job suivant va le packager dans l'image Docker, qui sera donc ce qu'on va shipper. Donc là, c'est assez simple. On lance un Docker, un peu de debug, et on lance un Docker build, qui va donc récupérer le binaire qui est en local et le poser dans une image, et ensuite faire un push dans la registry intégrée à GitLab. Donc là, c'est assez facile à utiliser. On a directement la registry accessible ici, où on peut voir normalement notre push qui a eu lieu il y a 1 minute. On a bien créé une image, et en fait, ces images-là, vu que c'est des images plutôt techniques, elles ont le nom du commit correspondant. Comme ça, on est sûr que on retrouve ces petits. Ensuite, notre pipeline continue et va effectuer des tests. Donc on a fait d'abord les tests unitaires donc au niveau Go. Là, on va faire les tests au niveau de l'image Docker. Donc ce qu'on va faire, c'est... Pourquoi il est pending? Ah non, attendez. C'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est... Donc on vous a parlé de Claire tout à l'heure. On va faire à ce moment-là, tout de suite, dès le dev, des analyses avec Claire pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité connue sur les packages qui sont installés dans l'image. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux analyses différentes. En fait, il y a l'analyse CLAR qui va nous partir en erreur si un certain seuil de vulnérabilité est atteint, et l'analyse CLARCTL qui, elle, va générer un joli HTML. Donc, en fait, là, dans ce cas-là, tout se passe bien, donc le rapport ne va pas être très intéressant.
Mais parce qu'en fait c'est une image Alpine à la base, donc qui est très petite, et ils ont fait en sorte que l'image n'ait pas de vulnérabilité. Ils sont plutôt malins. En revanche, si on prend par exemple une image OpenJDK, donc qui embarque beaucoup plus de paquets, donc qui est basée sur Ubuntu avec énormément de paquets Ubuntu embarqués, donc qu'on a utilisé notamment pour faire une image de test avec PetClinic, donc l'application de test Spring. Là, on voit que l'analyse part en erreur. Et on a donc un rapport qui est généré, qui est plus intéressant. Donc c'est un rapport qui cette fois-ci est généré par ClairCTL, qui ressemble à ça, où on a en fait un listing de toutes les vulnérabilités détectées, classées par niveau de gravité, et avec tous les liens qu'il faut pour pouvoir accéder aux sources qui donnent les informations nécessaires sur ces vulnérabilités, ainsi que les paquets qui sont concernés. Donc là, par exemple, le paquet Shadow. Et là, tout de suite, dans une image OpenJDK, qui est l'image OpenJDK qui est sur le Docker Hub, on a 34 vulnérabilités, dont 2 high. Donc c'est toujours intéressant de le savoir au plus tôt. Et il faut savoir que Clair utilise uniquement de l'introspection dans les paquets qui ont été installés en standard dans les distributions Red Hat, CentOS, Ubuntu, Debian et Alpine. Donc ça veut dire que si vous installez à la main un paquet en logiciel en faisant configure, make install, Clair ne le verra pas. Il n'est uniquement capable de voir que les paquets qui ont été officiellement shippés dans les distributions et officiellement été répertoriés comme contenant des CVE, donc des menaces. Donc Clair régulièrement va se mettre à jour sur Internet pour aller chercher les fichiers de signature. Donc si vous prenez une application qui fait un make install, je crois qu'on a un petit exemple. Par exemple, on a fait ça avec un Nginx. Si vous prenez l'image de base de Nginx, en fait, pour installer Nginx, ils font vraiment un configure make install. Voilà, c'est comme ça dans l'image officielle Docker. Et là, Clair ne va rien voir. S'il y a une menace ou une vulnérabilité dans Nginx, on ne peut pas la détecter. Donc là, notre pipeline continue. Donc l'autre étape de ce pipeline, c'est des tests en local BATS. Donc BATS, c'est un framework de test en shell. Et en fait, donc on a implémenté 7 petits tests qui vont avoir lieu sur le conteneur, sur un conteneur généré à partir de cette image-là, tout seul. Donc juste l'image lancée toute seule. Donc on peut voir les tests qui ont lieu. C'est assez lisible. Donc on a directement des curls sur les URL techniques, donc les URL par exemple de healthcheck, de version, de métrique, pour vérifier que les URL basiques qui ne vont pas par exemple faire appel à une base de données fonctionnent. Et ensuite, justement, on va avoir envie de faire des tests plus aboutis sur par exemple l'application avec sa base de données. En l'occurrence, une application qui a été prévue avec une base de données Redis. Donc pour faire ça, on va déployer une mini topologie, donc notre application plus Redis dans Kubernetes. Donc là, c'est l'étape de build qu'on voit ici, et qui déploie en fait un environnement. Un environnement, c'est un objet GitLab qui représente un environnement. Et en fait, GitLab va en faire un par branche. Donc là, on est dans l'environnement qui s'appelle Fit35, parce qu'on est dans la branche Fit35. Et ça, notamment, on va le voir, donc on peut, je pense pas très intéressant de voir l'output, mais on peut voir dans Kubernetes. Là, actuellement, on a 2 deployments. Alors, je vais zoomer un peu pour qu'on voit, dézoomer plutôt, pour qu'on voit, en fait, donc on a 2 deployments. Pour ceux qui connaissent Kubernetes, en gros, c'est un ensemble de conteneurs identiques. Un, donc sans aucun nom, qui est notre application, donc où on met avec une redondance sur l'application. Et un qui consiste en un Redis. Donc là, on a une petite topologie avec notre application et un Redis. Et là, je n'ai pas rafraîchi la page pour que vous voyez que là, on a master. Et là, depuis que c'est passé, si je rafraîchis, on a désormais à la fois master et notre branche Fit35. Et directement dans GitLab, on a en fait accès à... donc il y a l'objet environnement, dont vous parliez tout à l'heure, qui nous donne, donc c'est l'environnement Metrics App Dev Fit35, qui nous donne accès par un lien directement à l'environnement. Et là, on aboutit sur la page de version. C'est ce qu'on a configuré dans GitLab comme page d'atterrissage quand on clique sur le lien. Voilà, donc maintenant qu'on a cette petite topologie, on va pouvoir faire des tests plus poussés. Donc c'est ce qu'on va voir dans notre pipeline. On fait de nouveau des tests BATS. Donc c'est pareil, on a un peu 6 tests BATS. Donc un peu moins qu'avant pour respecter la pyramide des tests. Et donc ces tests-là sont un peu plus avancés. Notamment, on voit que on a... Alors, est-ce que je vois bien? Voilà. Par exemple, on a des puts. On a des puts, des delete, des get.
Donc là, on commence à traiter un peu avec de la donnée et de la persistance dans l'application pour vérifier que tout se passe bien au niveau des communications avec Redis. Et ça, si le Redis ne fonctionne pas, on est sûr que ça ne marche pas, parce que pour le mettre au point, on a eu beaucoup de rouge avant que ça tourne. Donc, on est vraiment dans un mode test intégré. BATS nous permet de faire des choses très bêtes. Vous voyez, la syntaxe BATS, c'est absolument stupide, mais c'est assez facile de vérifier que le système fonctionne, que l'intégration des différents composants se passe bien. Voilà. Donc là, on a tout ça dès la feature branch. Pendant le développement, on a déjà tout ce feedback. Et donc là, on considère qu'on est content de ce qu'on a produit. En même temps, on a juste changé la version. Et on a une merge request qui a été créée. Donc la personne qui va valider la merge request a tout de suite accès à toutes les informations. C'est assez sympa avec GitLab, c'est toutes les informations sont accessibles dans la merge request. Donc l'état du pipeline de build, directement un lien vers l'environnement, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Les commits, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je montre, ça va les commits et les changements qui ont été apportés. Donc là, juste un changement de 1.7 à 1.8. Donc, on va pouvoir accepter la merge request. Donc, ça va être mergé dans master. On accepte la merge request. Donc là, on entre dans la deuxième partie, dans le deuxième tiers, qui est ce tiers-là, où donc la merge request est acceptée. Et on va relancer toutes ces étapes de vérification qu'on avait déjà sur la branche, mais tant qu'à faire, on va aussi les relancer sur master. Et jusqu'à aboutir à quelque chose de satisfaisant sur master dont on va demander la promotion. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Alors petit bonus GitLab et le système des environnements. Là, on voit que bizarrement, le pipeline qui était ouvert est passé à quelque chose qui est running. En fait, c'est parce que je vous ai parlé tout à l'heure du fait que la branche était supprimée quand le merge avait lieu. Et en fait, cette suppression de branche entraîne la suppression de l'environnement correspondant. Donc c'est ce qu'on voit là, c'est le undeploy, qui a été automatiquement déclenché par GitLab. Et là, donc, si on rafraîchit Kubernetes, de nouveau, on n'a plus que notre environnement master. Donc il y a une maintenance un peu des environnements qui traînent qui est plutôt bien gérée par GitLab. Donc on a un commit sur master qui a atterri. Donc si on retourne dans les pipelines, nouveau pipeline avec les mêmes étapes, le temps que je vous raconte ça, le pipeline est passé. Et le pipeline est plus long d'un job, d'un stage, qui est un job manuel. Donc c'est pour ça en fait il se lance à la main et qui est justement réservé à master, qui consiste à demander la promotion de ce qu'on a produit sur notre master. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va demander la promotion. Et là en fait ce qu'on vous disait, on imagine qu'il y a deux équipes différentes, l'équipe des devs et l'équipe des admins. Donc, enfin on les a appelés comme ça nous. Et là en fait ce job de demande de promotion va déclencher une merge request côté admin sur un repo qui est géré par les admins. Et en fait, l'interaction et les mises à jour des images dans le repo d'entreprise se font à travers des merge requests dans ce dépôt. Donc allons voir côté admin qu'est-ce qui se passe. Donc côté admin, on a le dépôt manifeste, qui est un dépôt qui a une visibilité internal dans GitLab, donc qui est accessible par tous les utilisateurs qui sont logués et sur lesquels du coup ils peuvent tous faire une merge request. Et en fait, le principe, on s'est basé sur ce que fait Docker en fait pour les images standards, enfin les images standards, fournies par Docker sur le Docker Hub, celles qui ont juste leur nom de produit. Et en fait, c'est un manifeste. Pour chaque image, on va avoir une description de qui sont les mainteneurs, donc c'est de la métadonnée, et dans quel repository se trouve l'image, et ensuite un mapping entre des tags qui sont human readable et le numéro de commit qui correspond à comment on a appelé les images côté GitLab. Donc ce qu'on veut, c'est avoir ce tag human readable sur notre image côté registry d'entreprise, et on veut dire à quel commit il correspond. Et donc là, on voit qu'on a une merge request qui est apparue sur notre dépôt. Donc là, on est bien passé dans le troisième tiers, qui est le tiers un peu à part, du côté des validateurs, des admins, où là, on va analyser, étudier cette demande de promotion et l'accepter ou pas. Et cette demande de promotion, c'est la merge request. Revenons sur la merge request. Donc là, dans le dépôt manifeste lui-même, on a un petit pipeline de build qui, du coup, lui, est à la main des administrateurs et qui fait le nôtre. Il relance des commandes claires. Donc même si les devs en ont rien à faire de clair, nous, on vérifie pour valider la merge request, on veut un feedback de Claire, on veut que Claire nous dise si c'est bon ou pas. Et on a également accès à toutes les informations qu'on avait tout à l'heure sur la merge request, donc notamment les changes qui ont eu lieu. Donc là, on voit qu'on a eu un bump de version, on passe de 1.7 à 1.8.
et un changement des commits concernés par latest et par la version. Et on a aussi accès au commit en question côté donc le commit de la merge request. Dans le commit, en nommant bien les commits, on a directement le lien vers le commit d'origine côté application, donc l'application Metrics App. Donc on peut directement aller sur ce commit-là et constater même directement que c'est un commit de merge, de la merge request numéro 15, c'est visible, et directement accéder du coup aux informations de la merge request en quelques clics côté administrateur. Donc pour avoir les mêmes informations qu'avaient les développeurs pour valider dans master, on peut avoir accès à ces mêmes informations assez rapidement côté validateur admin. Et donc notamment retrouver le pipeline, retrouver l'environnement. Donc là on voit directement le lien vers master. Donc on a toutes les informations, on peut aller voir nous-mêmes, cliquer dans tous les sens si on a envie. Donc revenons à notre merge request. Et donc en fait, quand on va accepter la merge request, ça va déclencher un autre pipeline qui lui va faire la promotion en question. Donc la promotion en question, comment ça va se produire? Donc on va le lancer, comme ça, on ne va pas perdre de temps. Et donc la promotion en question, elle va faire arriver donc, notre image. Donc on a dit qu'on avait changé de version. Donc ça va être plutôt visible justement grâce à ça. Et on a créé la 1.8. Donc ça, c'est l'interface Portus. Donc vous avez dit Portus, c'est à la fois un fournisseur d'authentification pour la registry Docker et une GUI sur la registry Docker. Donc là, on est dans cette GUI et on a notamment, donc on est pile poil sur le repository de l'image Metrics App. Donc ce qu'on va voir arriver, ce qu'on veut voir arriver, c'est la 1.8 ici, donc tout en bas, avec une nouvelle image et la latest qui s'est déplacée de la 1.7 à la 1.8. Et donc là, pour l'instant, en ce moment, on a le pipeline de build côté GitLab qui est en train de tourner pour effectuer ces actions. Donc en fait, dans un souci de séparation, parce qu'on a vu que manifest, tout le code était internal, donc tout le monde peut lire ce qu'il y a dans manifest, et notamment dans les pipelines de manifest. Donc en fait, ce que fait manifest, c'est qu'il déclenche un trigger sur un repo qui lui est complètement privé, et qui lui, sur lequel tous les secrets sont manipulés, tous les secrets qui permettent de pousser dans Portus, et également de faire les opérations de signature. Donc là, c'est ici, donc c'est ce dépôt qui s'appelle promoteur, avec un pipeline qui va parser les manifestes, exécuter des commandes de Notary pour bootstrapper les repositories côté Notary. Donc en fait, Notary, c'est un serveur qu'on place à côté de la registry, et on va envoyer des informations de signature côté Notary, et les images côté registry, mais il n'y a pas de communication entre les deux. C'est au client après de remettre les choses bout à bout. Et ensuite, on exécute les Docker push, qui vont effectivement pousser notre image dans Portus. Et donc notamment ce Docker push-là, on lui fournit toutes les credentials dont il a besoin pour faire les push sur notre registry d'entreprise sur laquelle on a mis Portus. Et là, je vois que tout est vert. Donc si je recharge la page, voilà, on voit qu'il s'est passé exactement ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire la 1.7 n'est plus la latest, et la 1.8 est apparue et est devenue la latest. Et si on regardait les commits, on peut même le faire, si on regarde le hash ici et le hash côté Metrics App dans la registry, donc ce qu'on a vu là, l'image qu'on a créée il y a 7 minutes, 38BA, et de l'autre côté, on a également 38BA. Donc c'est bien la même image qu'on retrouve dans notre Portus, dans notre registry d'entreprise. Voilà. Alors, pour parler un petit peu du mécanisme de signature en fait, qui est disponible dans la Docker Registry publique, sous le nom de Trusted Registry notamment, on va juste vous montrer comment ça fonctionne en ligne de commande. Voilà. En fait, donc vous avez dit tout à l'heure, c'est au client de mettre bout à bout les informations de signature et les images dans la registry. Donc c'est vraiment littéralement au client au sens client Docker, c'est-à-dire c'est la ligne de commande Docker qui prend la décision de faire du... alors je ne sais pas pourquoi je suis en bas. Qui prend la décision de faire du mode sécurisé avec Notary. En fait, ça se fait par l'activation d'une variable d'environnement qui s'appelle Docker Content Trust dans l'environnement dans lequel on va exécuter les commandes Docker Run, Docker Pull, Docker Push. Donc là, si on la met à 0 et qu'on regarde ce qui se passe avec un Docker Pull sur typiquement notre image Alpine qu'on a déposée dans notre registry, donc on a également fait une image Alpine et une image Nginx dans notre registry. Dans ce souci dont on parlait tout à l'heure de confiance, on veut que l'image Alpine, on la contrôle aussi, vu que c'est la base de notre application. Donc on fait un Docker Pull. Voilà, l'image c'est poolé, tout va bien. En revanche, si on commence à activer Docker Content Trust, avec notre image, ça va bien se passer.
on va avoir un peu plus d'informations, parce qu'en fait, le mode de fonctionnement de Notary fonctionne avec des haches, il y a plus de choses qui sortent sur l'output. Par contre, si on va chercher quelque chose dont pourtant on pourrait penser que c'est plutôt safe, enfin, c'est safe, hein, mais par exemple, tout simplement GitLab CE, l'image qui est sur le Docker Hub public, elle n'a pas d'information de signature. Et tout de suite, le client Docker nous dit « j'ai pas d'information de signature, je refuse de faire ce pull. » Et cette variable d'environnement, donc lapsus, cette variable d'environnement, elle est aussi valable pour le push. C'est-à-dire quand elle est activée, les push vont tenter de signer auprès d'un notary ce qu'ils vont essayer de pusher. Et sinon, vont rater le push. Voilà. Et c'est précisément ce qu'on a fait donc, sur l'image de la Matrix App. Si on regarde un petit peu le Dockerfile de notre application, en fait. Le Dockerfile de la Matrix App, pardon. Voilà, au niveau du from, comme vous lisez les Dockerfiles parfaitement dans le texte, le from vous dit qu'on va aller chercher cette image qui est la nôtre. Et si on regarde plus précisément les opérations qu'on lance au moment du Docker build, donc dans notre job, on va voir qu'on se log sur les deux registries puisqu'on a besoin d'aller chercher les infos. Et surtout, on va setter notre variable au moment de faire le build -- pool pour s'assurer que quand on va chercher l'image de notre registry, elle a bien été signée par le tiers de confiance qui est le notaire. Voilà. Avec un petit twist qui est de désactiver, une fois qu'on a fait ce build-là, pour pousser dans la registry GitLab, parce que la registry GitLab, elle, n'a pas de notary. Donc Docker partirait en erreur s'il essayait de pousser en mode signé sur la registry GitLab. Donc on désactive une fois qu'on a buildé. Voilà. Voilà pour la petite démo. Alors en conclusion, donc, voilà ce qu'on vient de vous montrer, l'ensemble du pipeline. J'espère que vous retrouvez vos petits, toutes les étapes qui ont été lancées. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout la première chose, c'est qu'il faut surtout maximiser les moments où vous faites des revues de code au travers des merge requests, parce que ça reste le premier gage de qualité. C'est les moments où vous allez vous rendre compte que les utilisateurs ont changé le from, qu'ils ont fait des choses un petit peu bizarres, qu'ils sont en train de faire des choses pas tout à fait catholiques. N'oubliez pas que c'est toujours les tests qui vont vous sauver les miches, et surtout les tests automatiques. Et si on a pris une application où on s'est embêté à mettre du test unitaire, c'est parce que nous, on garde la conviction que c'est les tests unitaires qui sont les plus importants. Les deux tests en mode conteneur isolé et en mode topologie sont intéressants, mais c'est toujours les TU qui couvrent le maximum. Donc surtout, même quand vous fabriquez des images Docker, ce genre de choses, n'oubliez pas de mettre le maximum des tâches de test. Un petit plus, c'est quand même la capacité de fabriquer des environnements dynamiques dans le Kubernetes qui sont complètement variabilisés par le nom des branches. Donc même si on a 50 développeurs avec des branches dans tous les sens, eh ben, ça va fabriquer dynamiquement tous les environnements. Kubernetes, pour ça, c'est vraiment très pratique et ça marche tout seul. Le fait de pouvoir donner accès à un outil d'analyse de vulnérabilité, même si ce n'est pas parfait, ça permet d'avoir au plus tôt du feedback et de se rendre compte qu'on est en train de commencer à faire des choses un peu bizarres. Et on pense que c'est un plus qui va apporter à la fin. Et le mécanisme de signature d'image, même s'il n'est pas très utilisé, nous on pense qu'il est sympa parce qu'il va s'assurer que les personnes qui ont poussé sont ceux qui avaient les clés du notaire pour pouvoir faire la signature. Et ça vient compléter l'ensemble. Il ne faut pas prendre chacune des technos toute seule, c'est vraiment l'ensemble des outils qui va vous permettre de maximiser en fait, la confiance que vous avez dans vos images. Voilà, on vous remercie. Octo Recrute, est-ce que vous avez des questions ?